Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de l'achat en occasion. Donc que faut-il vraiment vérifier avant d'acheter une voiture électrique? Donc ça sera 7 points, enfin je trouve que les points sont plutôt pas mal. On va faire un point d'ailleurs donc sur cet article d'Automobile Propre, et puis moi il y a un point en plus que je mettrai notamment au niveau de l'entretien, des révisions, ça aussi c'est très certainement donc important. Donc le premier c'est les kilomètres. Donc il parle notamment du WLTP, c'est la norme. On sait que le WLTP par rapport en fait à un véhicule électrique, c'est pas que ça ne veut rien dire, c'est que la consommation ne sera pas la même en fait quand on est dans le nord de la France, dans le sud, si on fait plus de national, si on fait plus de villes, si on est voilà plus en ville et plus à plat, ou si on commence à être sur l'autoroute à 90, 110, 130. Donc ça, il va bien falloir en fait vérifier, c'est le kilométrage réel que le véhicule en fait va pouvoir faire par rapport donc à sa batterie. Donc pareil, hein, vérifier la vitesse donc de recharge et comprendre la notion de courbe. Moi je pense qu'il faut même aller plus loin, c'est-à-dire que regardez bien les deux chimies qui existent. Donc c'est indiqué, hein, vous allez le trouver soit sur internet, vous ne trouverez pas sur forcément sur une fiche technique, vous allez le trouver, mais vous n'allez pas le trouver sur la carte grise. Donc batterie LFP, batterie NMC. Donc il faudra bien vérifier donc le SO, donc le state of health, donc l'état de la batterie. Ça, c'est vraiment donc très important, donc sa dégradation, et de savoir en fait le nombre de cycles qu'elle a déjà fait, et savoir si c'est une technologie entre guillemets donc lithium, fer, phosphate. Et donc on est au tout début. On sait que sur des batteries stationnaires, on est à 6000 cycles. Je pense qu'on ne le sera pas forcément, puisqu'en fait, on vient charger le véhicule à 100%. Très souvent, on vient le charger en fait à 100%. C'est notamment pour recalculer exactement le pourcentage par rapport entre guillemets au BMS. On va pas faire trop compliqué dans cette vidéo, mais le calculateur a besoin de revenir en fait au maximum de la batterie, sachant qu'en plus il y a un buffer en haut, en bas, donc quand on est à 100%, on n'est pas réellement à 100%, mais ça lui permet en fait de recalibrer et de savoir lorsque vous allez faire entre guillemets une décharge basse, sans qu'elle soit profonde, puisqu'il n'y a pas de décharge profonde sur un véhicule électrique, puisqu'encore une fois, il y a un buffer, mais en dessous de 10, eh bien, si vous êtes à 2-3% et que vous n'avez pas recalibré sur une lithium LFP, donc lithium fer phosphate, eh bien, vous pouvez, à l'extrême, a priori c'est jamais arrivé, mais se retrouver à 2% et finalement on était à 0 parce que ça a mal été recalculé. Avec une batterie NMC, en fait, le BMS et le calculateur sait parfaitement où il est. Donc quand il est à 0, il est à 0, quand il est à 10, il est à 10, et on a encore une fois une marge à 0, je vous le déconseille. J'ai déjà fait, ça pose pas un problème. Mais ça aussi, donc, c'est très important donc à vérifier. Il va falloir vérifier le temps, bien sûr, les recharges. Alors, sur le type 2, dans l'ensemble, on s'en fiche. Très souvent, le minimum, c'est 7,3. Je pense que ça suffit largement pour tout le monde. J'ai 2 véhicules électriques et je charge même à 4. Enfin, c'est pas un problème. Après, si vous voulez plus, pourquoi pas. Mais il faut bien comprendre aussi que plus vous allez avoir, par exemple, sur un AC, donc une charge lente, 11 kW, pour moi, ça sert à rien. C'est bien le 22 kW, par exemple, en charge lente, quand on charge en ville. Le 11, ça peut être bien si on charge en ville, mais si on charge finalement à la maison ou éventuellement dans un immeuble, eh bien 7, ça suffit en fait largement. Puisqu'il faut prendre en considération, si vous deviez prendre 11 kW, et je ne parle même pas des 22, puisque c'est en triphasé logiquement, mais sur du 11, ça veut dire que il va falloir taper en fait au niveau d'un contrat supplémentaire. J'espère que je me suis fait comprendre, c'est-à-dire que quand vous mettez finalement, que vous-même vous le bridez à 5, ou que vous avez votre liquide qui fonctionne et en fait qui est communicant et qui va réguler en fonction de votre contrat et de votre consommation et de votre puissance en fait au niveau du tableau, ben voilà, ça vous évite de prendre du 11 plus votre consommation personnelle, mettons à 9, donc bref, il faudrait prendre 18 kW, 18 kg kV, ça y est, j'ai un doute, ou 21, donc ça commence en fait à faire en tout cas beaucoup au niveau du contrat. Faites comme vous voulez, moi je pense qu'entre 4 et 5 kW de puissance, ça suffit largement, et donc de se retrouver avec un contrat, un abonnement, qui, ça dépend de votre consommation, mais déjà quand on est sur du 9, c'est déjà pas mal, plus 6 éventuellement, entre 15 et 18, parce qu'encore une fois, l'abonnement il est beaucoup plus cher. Après le kilowattheure reste le même tarif. Donc bien vérifier tout ça, et bien vérifier donc sur la charge rapide, eh bien l'idéal pour moi c'est le 10-80.
Le reste, c'est de la gnognotte. Les 15, les 20, même les 30, 80, c'est important, c'est le 10, 80. Voilà, vous arrivez à 10, combien vous faites 80, quel est le pic, quel est son palier, et finalement, c'est la durée, mais la durée aussi par rapport à la batterie. Et par rapport à cette batterie, combien vous pouvez faire en fait d'autonomie. Ça, c'est important. Vérifiez la présence d'une pompe à chaleur et sa réelle utilité. Donc tout à fait. Moi la Mégane par exemple, je n'utilise jamais le véhicule, je n'ai pas donc de préconditionnement, je l'ai utilisé, j'ai chargé 2 fois la charge rapide, le véhicule ne va jamais ailleurs que dans le coin, et voilà, je peux faire 100 ou 200 km hein, sur un aller-retour, mais je ne vais pas partir en vacances avec. Donc, j'ai pas besoin de la pompe à chaleur. C'est vrai que la pompe à chaleur n'est pas forcément utile sur, c'est ce que j'avais dit, par exemple, une petite R5 à moins de 20 000 €, même si elle avait pu être bien en dessous, sans pompe à chaleur, sans charge rapide, donc ça permet au niveau du BMS, etc., de plein de choses et de préconditionnement, etc., donc de baisser le prix et une petite batterie, pourquoi pas. Mais on voit bien que la mesquinerie, ça sera logiquement à 25 000 €. Donc il faut bien vérifier ça. Si vous partez régulièrement et que vous faites des charges rapides, il va falloir donc bien vérifier la pompe à chaleur, sinon elle n'est pas forcément utile, vous allez avoir une consommation en hiver qui est un petit peu plus importante, mais ça fonctionne sinon très très bien, que ça soit pour le chauffage, vous avez une résistance, et pour le froid, eh bien, il y a de toute façon le compresseur de la climatisation qui fonctionne aussi, lui, très bien. Vérifiez la présence donc d'un dispositif de préconditionnement de la batterie, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une pompe, c'est mort, s'il y a une pompe à chaleur, logiquement il y a un préconditionnement, je dis bien logiquement, ça ne fonctionne pas forcément. Le préconditionnement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la batterie va chauffer, donc quand vous êtes en hiver et que la batterie, mettons, à 10 degrés, eh bien elle va calculer avant, donc de chauffer et de monter entre 36 et 37 degrés pour pouvoir donner le maximum. Si c'est pas le cas, en hiver, en fait, vous pouvez vous retrouver, là je vois avec les Tesla, moi je n'ai pas d'autres références, mais je pense qu'on est sur le même équivalent, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de préconditionnement ou s'il ne s'est pas lancé automatiquement ou manuellement ou peu importe, et que vous l'aviez ou que vous l'avez pas, en hiver c'est juste catastrophique ou un temps intermédiaire. Ça veut dire que au lieu de prendre déjà votre pic à mettons 150, eh bien vous prendrez pas de pic, mais en plus vous allez stagner à 80 et elle va remonter un petit peu, mais en gros vous allez perdre certainement 10 minutes. Donc ce préconditionnement il est important pour 2 choses. Déjà de 1 pour ne pas perdre de temps, mais surtout pour la batterie. C'est-à-dire que là maintenant chez Tesla, quand on est en hiver et qu'on fait des longs trajets, elle commence à préconditionner en fait très tôt, ce qui va permettre en fait de chauffer la batterie régulièrement, pas rapidement, pas lui mettre dans la tête déjà de 1, mais surtout en fait que ça consomme pas trop, c'est-à-dire que la pompe à chaleur ne se met pas à tourner comme une folle. Donc en fait elle est stabilisée et ça monte crescendo tranquillement et piano va sano. Donc ça c'est vraiment le top du top. Le freinage régénératif est-il paramétrable et va-t-il jusqu'à l'arrêt complet? Donc ça c'est 2 choses. Donc la première sur le frein régénératif, vous allez donc vérifier si moi pour la Mégane j'ai plusieurs positions, je ne l'utilise pas, il y en a qui veulent l'utiliser. Pour la Tesla j'ai 3 possibilités, mais je suis en mode break, donc one pedal, ça on y viendra donc juste après. Et aujourd'hui, donc toutes les nouvelles paramètres Tesla, on peut même plus paramétrer, donc bien vérifier. Si vous cherchez par exemple à une Tesla mais que vous détestez par exemple le one pedal, le mode break, eh bien il faudra peut-être malheureusement prendre une ancienne pour avoir en fait un système plus comme une boîte auto type roulis. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes et on peut certains complètement désactiver donc le frein régénératif, mais le frein régénératif logiquement plus il va être puissant et mieux en fait ça sera, et à mon sens il n'est pas utile forcément de le changer. Certains jouent en disant que ça fait des économies, rien n'est prouvé. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc va-t-il donc jusqu'à l'arrêt? Donc voilà, ça aussi il va falloir vérifier. Il y a plusieurs styles, donc vous en avez qui vont, moi la Mégane par exemple, c'est à peu près, elle est stable à 10 km/h. Si on prend le 130 chevaux, il est plutôt stable à 6 km/h. J'avais par exemple la T03, elle va pratiquement à l'arrêt, c'est 1 km/h. Vous avez la G6 par exemple, c'est 1 ou 2 km/h, donc elle va pratiquement à l'arrêt, mais elle n'y va pas. Et après, donc vous avez une des options, par exemple sur la Mégane, à partir je crois de la Techno, vous avez un mode hold, donc vous mettez le pied frein dedans et elle va se bloquer. En pente, par exemple, c'est beaucoup moins bien. Par exemple, la Mégane, si j'ai une petite pente, ça m'arrive à certains endroits, eh bien, elle va repartir en arrière. Et oui. Donc, sur un véhicule qui a un vrai mode break, eh bien, logiquement, en fait, elle va bloquer, elle va tout gérer. Donc, c'est pour moi le summum. Donc, bien vérifier ça. Par exemple, sur la MG4, la V1, donc la première version, il n'y a pas de mode break. Et sur la deuxième, qui est arrivée
un an après, je crois, il y a donc un mode break. C'est le mode une pédale, one pédale, ça fonctionne vraiment très bien. Êtes-vous sûr d'avoir vraiment besoin donc d'une transmission intégrale? Bon, c'est le seul sujet, voilà, par rapport au set indispensable. Vérifiez. Maintenant, en toute honnêteté, c'est pas ça qui fait consommer plus. Il est certain qu'un moteur supplémentaire, c'est la même chose que d'avoir une transmission intégrale sur un véhicule thermique. Hein, c'est à peu près comme une boîte auto, 10 à 20% en plus. Bon, bah là, vous avez un moteur en plus. Si vous le sollicitez pas, il n'y a pas d'intérêt. Si vous allez en montagne ou si vous avez besoin de grip, eh bien, vous le prenez. Il est certain qu'un véhicule qui a un moteur soit à l'avant ou à l'arrière supplémentaire, même s'il n'est pas sollicité tout le temps, il s'active à partir de 30% pour certains, etc. Clairement, ça va vous réduire donc l'autonomie. C'est ça. Et c'est pas par rapport au poids, là, c'est pas par rapport à la transmission, c'est par rapport en fait à la consommation d'énergie du deuxième moteur, puisque ce deuxième moteur, entre guillemets, en plus, est à induction. Donc en fait, il n'a pas de régénération. Donc c'est de la perte, si on peut dire. Donc après, il est là juste pour en plus solliciter, c'est le gros avantage donc de l'électrique. Donc le moteur, et les moteurs très souvent, pas toujours le cas, sont sur l'essieu et donc va venir si c'est à l'avant ou à l'arrière, donc comme un système Haldex, mais quand même beaucoup plus au point. Ça fonctionne en tout cas très très bien, on le sent même pas hein, quand le moteur s'active ou quoi. C'est pas comme un véhicule thermique où quand on passe du thermique à l'électrique, un hybride, ça peut se sentir. On sent qu'on sollicite éventuellement le moteur thermique. Y a-t-il un bon planificateur d'itinéraire? C'est toujours la même chose. Si vous n'avez pas besoin en fait et que vous partez pas, vous prenez une Mégane et les premières générations qui n'ont pas de pompe à chaleur, pas de préconditionnement, mais qui ont un très bon planificateur, il y a eu des mises à jour, etc., mais que vous n'en avez pas besoin, bon, bah, pas de problème. Par contre, si c'est un véhicule où vous allez partir très souvent en vacances, pompe à chaleur, préconditionnement et un bon planificateur. Là, notamment, il parle de Tesla et de Mercedes. Je connais un peu moins celui de Mercedes. Ce que je peux vous dire pour Renault, et c'est le cas pour beaucoup de constructeurs, je ne sais pas si c'est le cas, hein. Actuellement, on parle beaucoup d'X-Pain, où ça serait toute option, mais chez Renault, le Google Automotive, il est en contrat sur 60 mois. Et personne n'est capable de me dire aujourd'hui, une fois que j'aurai dépassé les 5 ans, bah, ceux qui ont une Zoé, comment ça se passe? Je crois qu'ils ont Google Automotive. Non, j'ai un doute, je ne sais plus. Franchement, quel tarif ça va être par mois? Donc ça aussi, il faut bien vérifier. La fin des contrats, ça ils ne le disent pas dans l'article, la fin des contrats, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà pour cette vidéo. La dernière des choses que moi je mettrai en plus, c'est la référence aujourd'hui reste toujours Tesla, il n'y a pas d'entretien. Ce que je vous conseille de toute façon, c'est si le véhicule a moins de 4 ans, c'est de demander quand même un contrôle technique. C'est pas obligatoire, mais je pense que honnêtement, demandez-le. Et à l'extrême, vous n'avez pas forcément besoin de demander un contrôle technique pour une Tesla, vous demandez en fait un entretien. Un contrôle technique, c'est entre 70 et 100 euros. Donc un entretien chez Tesla, c'est une centaine d'euros, c'est 110 euros normalement de mémoire. Donc ils vont tout vérifier, et avant les 4 ans, 80 000 km, si vous achetez donc le véhicule avant ça, eh bien vous demandez le contrôle. Alors, soit vous demandez le contrôle technique, l'entretien que la personne éventuellement a fait si ça a été dépassé. Si ça n'a pas été dépassé, vous le demandez, comme ça vous êtes safe. Et si vraiment la personne ne veut pas savoir et que vous êtes très content du véhicule, vous le prenez et vous allez tout de suite en fait passer. Alors vous ne pourrez pas lui faire payer, mais vous allez payer donc cette petite somme, et si elle a la moindre chose ou quoi que ce soit, ça passera donc en garantie. Donc ça, il faut bien vérifier aussi, il n'en parle pas dans la vidéo, c'est toutes les garanties. Là par exemple, je suis sur le deuxième entretien de la Mégane. On m'a dit pas de problème monsieur, sur le moteur, voilà, ça sera pris en charge s'il y a le moindre problème. Il y a eu des problèmes chez Renault, le moteur est garanti 2 ans. Donc pour moi, il faut un véhicule qui a un minimum de garantie de 7 ans, soit tout inclus et qui a un entretien, donc en fait on paye la garantie, soit chez Tesla, 8 ans moteur batterie. C'est ce qui coûte finalement le plus cher, même si le moteur est un peu moins cher. Chez Renault, c'est très cher. Tout ce qui est moteur, en fait, qui n'est pas sur l'essieu, c'est beaucoup plus cher, hein, puisqu'il faut tout démonter, etc. Et ça prend beaucoup de temps, donc c'est très coûteux. Et voilà, il faut vérifier donc les garanties. Ça, ils n'en parlent pas assez. Donc, sur moteur, batterie, et tout le reste. Par exemple, aujourd'hui, chez Peugeot, c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous faites votre entretien tous les 2 ans, et mais c'est 25 000 km, c'est assez court. Donc, vous avez la garantie donc, qui est étendue et qui est jusqu'à 8 ans. Pareil, donc bien vérifier en fait dans les entretiens ce que vous devez faire.
Ça va du simple au double. Vous avez chez MG, par exemple, c'est des petits entretiens d'une centaine d'euros, mais à la 4e année, c'est la purge du liquide de refroidissement. Donc ça peut coûter vite 400 à 600 euros. Vous allez par exemple chez Ford, sur le maquis, c'est pas parce qu'il est grand que ça coûte cher, hein, parce que de toute façon c'est que du liquide de refroidissement, ça coûte pas forcément très cher, mais ils font une purge des freins. Je ne sais plus, c'est... Alors, leur entretien c'est tous les 2 ans, kilométrage illimité, mais je sais plus c'est tous les 2 ans la purge des freins ou tous les 4 ans. Je crois que c'est tous les 2 ans. Donc il faut bien vérifier aussi ça, donc les garanties, les entretiens, combien ils coûtent, demander aussi les périodicités. Sur un véhicule électrique, en fait, ça va être des fois c'est tous les ans, notamment chez Renault, soit c'est tous les 2 ans, soit vous êtes limité sur le kilométrage, soit vous allez aussi avoir un entretien qui est finalement un filtre habitacle, très souvent. Et chez Tesla, par exemple, bah, vous pouvez le faire vous-même. Après, vous pouvez aller chez Tesla, ça pose absolument aucun problème, hein, ils vous le font. Et après, sur le liquide de refroidissement et la purge donc des freins, bah, ça vous vérifiez. Comme d'habitude, si vous êtes sous garantie, si vous ne le faites pas, comme Hyundai, Kia ou autre, tout ce qui est garanti 6 ans, 7 ans, 8 ans, et bien dans ces cas-là, vous perdez en fait la garantie. Donc ça veut dire que demain, si vous avez un problème sur le moteur, sur la batterie, je ne sais pas. Parce que les batteries, normalement, sont censées être garanties 8 ans. Mais je crois qu'il y en a certains, c'est 7 ans, et en fait, c'est sous condition d'entretien. Donc si vous n'entretenez pas, je ne sais pas si la garantie de la batterie fonctionne encore. Voilà. Je sais que chez Hyundai ou Kia, ils sont assez exigeants là-dessus. Si vous dépassez, ça peut poser même un problème. Chez Peugeot, a priori, avec leur nouvelle garantie de 8 ans, donc CARE, d'après ce que j'ai compris, la personne qui fait la première fois sa garantie ou de 2 ans son entretien, il a oublié pendant 1 an, à l'extrême, c'est pas grave. C'est-à-dire à partir du moment où tu refais ton entretien, tu es regaranti pendant 2 ans et 25 000 km. Donc voilà, comme un système, ça y est, j'ai oublié le nom, les assistances, tu sais. Donc tu as une assistance des fois qui est inclus, etc. Ça m'est arrivé une fois, sur un 3008, j'ai mis de l'essence au lieu du diesel, la voiture est tombée en panne, et en fait c'était inclus dans l'assistance, donc c'est sur 8 ans ou 10 ans, donc en fait, voilà, il y a des choses qui sont inclus qu'on ne sait pas toujours. Donc dans tous les cas, au-delà de tous ces points, vérifiez bien donc ce point-là, ça il est très important pour les entretiens et les garanties et la sérénité. Pour le reste, tous les points qu'on vient d'évoquer, c'est plus pour l'usage, donc de savoir est-ce que c'est utile, combien j'ai besoin de kilomètres, est-ce que je vais pouvoir recharger autant à la maison, et pareil donc de bien savoir si on a besoin uniquement d'une prise renforcée ou est-ce qu'il faut absolument avoir donc une borne de recharge, et est-ce qu'on a besoin de quelque chose avec du panneau photovoltaïque qui fasse du délestage ou autre, etc. Donc c'est différentes choses. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je les épinglerai. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le tour.